Hola todos, j'espère que vous allez bien. J'avais trop hâte de vous filmer cette vidéo. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de point culture. En fait, c'est l'intitulé que je vais donner à toutes mes vidéos qui concernent la culture. Donc ça va être soit des livres, des films, des séries, de la musique. Ça ne va pas représenter la majorité de mes vidéos puisque j'ai pas de contenu à présenter par exemple toutes les semaines, mais je vais faire en sorte que ça soit quand même un format assez régulier et j'aimerais également qu'il soit adapté en podcast. C'est pour ça que le format va être simple dans le sens où en vidéo vous allez seulement avoir des zooms et vous aurez bien sûr l'illustration des livres que je vais vous présenter en l'occurrence maintenant, mais je vais essayer que ça soit adapté en podcast. Donc si vous regardez cette émission en podcast, n'hésitez pas du tout à me faire un retour. En tout cas, on est sur un premier jet, donc il y a encore une marge d'amélioration. Là, le sujet, en tout cas, il est très complet et j'ai vraiment travaillé de fou sur cette vidéo parce que ça me plaît beaucoup. Je vais vous parler effectivement de mes 5 livres préférés de tous les temps. Le petit mot avant de commencer, c'est que ces 5 livres et la plupart des livres sûrement dont je vais vous parler dans ce format de vidéo, ça va être des livres qui esthétiquement ont une couverture originale. En fait, pour vous expliquer, je n'aime pas les livres avec une tranche blanche. Bien sûr, j'en ai comme tout le monde, mais j'aimerais avoir au long terme une bibliothèque avec seulement des tranches colorées, avec des jolis détails et tout. Donc, sachez que tous les livres que je vais vous présenter, ce sont des livres qui esthétiquement sont super beaux. Je sais que ça joue pour certaines personnes, donc voilà, si l'histoire que je vais vous raconter vous plaît, eh bien sachez que le livre est beau en plus de ça, donc vous pouvez aller le prendre direct. Pour vous raconter un petit peu mon background, j'ai commencé à lire vraiment de manière très active il y a environ 8 mois, et avant ça, la plupart des livres que je lisais, c'était des livres qui se déroulaient soit en France ou aux États-Unis, et j'avais envie tout simplement d'explorer de nouveaux horizons. Pour moi, les livres, ça a été une manière de m'ouvrir à différentes cultures, et c'est vraiment le genre des livres desquels je vais vous parler aujourd'hui. Donc mon style s'est affiné avec le temps et aujourd'hui j'arrive mieux à mettre des mots dessus. Tout d'abord, ça va être effectivement des livres qui se passent ailleurs qu'en France et qui traitent souvent d'autres cultures auxquelles j'étais pas forcément initiée, et ça m'a permis de découvrir des nouveaux pays, des nouvelles religions, etc. Certains de ces livres vont être des fictions historiques. Les fictions historiques, ce sont des romans, mais qui sont basés dans un contexte réel. Là, on touche à quand même des sujets un peu plus profonds, puisque souvent il va être question de guerre, de coups d'état, de trucs pas très drôles, de réels événements qui ont marqué des générations et qui ont changé le cours de certains pays. Autant il y a certains livres dont je vais vous parler aujourd'hui qui sont de pure fiction et qui vont avoir un côté limite drôle, mais autant il y a des histoires vraiment plus lourdes avec un passé de guerre qui est attaché. Je vais vous présenter mes 5 livres préférés dans l'ordre des lectures. Donc le premier pays, c'est l'Afghanistan, ensuite on a l'Iran, ensuite le Pendjab qui est une région entre l'Inde et le Pakistan, ensuite la Croatie et pour finir le Vietnam. Donc comment ça s'est passé dans ma tête? J'ai commencé par lire sur le Moyen-Orient parce que c'est quand même une région du monde dont je ne connais pas beaucoup de choses. Souvent, ce dont j'en entends, ça va être à la télé quand il se passe des trucs horribles dans certains pays. Et donc, j'avais envie de comprendre plus vraiment quelles vont être les circonstances peut-être de ces événements. Donc là, on est vraiment dans de la fiction historique. Ensuite, je suis revenue vers l'Europe pour me tourner vers la Croatie puisque je ne savais rien non plus de ce pays. Je me disais l'Europe c'est bon, j'ai fait le tour, mais pas du tout en fait. L'Europe c'est un très grand continent. Et enfin j'ai lu donc sur le Vietnam. Pour ce qui est de l'Asie, j'ai déjà lu pas mal de trucs sur le Japon, forcément ayant fait des études de japonais. Mais c'est vrai que le livre sur le Vietnam c'est aussi une fiction historique et je ne connais rien de la guerre du Vietnam alors que c'est quand même un événement important dans l'histoire. Maintenant que je vous ai résumé brièvement mon style de livre, je vais vous présenter chacun des livres dans l'ordre. Le tout premier c'est Là où brillent les étoiles de Nadia Hachimi. Le voici en chair et en os. Si ça vous intéresse, la maison d'édition qui fait ces livres, que j'adore tous franchement, j'en ai 3 de cette maison d'édition et c'est un sans faute, ils sont magnifiques. C'est Hauteville, je sais pas si vous connaissez, mais leurs couvertures sont toutes super élaborées et les tranches sont magnifiques. Donc voilà, vous pouvez noter Hauteville quelque part si vous aimez des tranches jolies comme moi. Et je vais vous lire le résumé de ce livre. Je porte en moi un monde disparu. Kaboul, 1978. Sitara, 10 ans, mène une vie heureuse avec sa famille au palais. Un soir, elle quitte sa chambre sur la pointe des pieds pour regarder les étoiles. Cette nuit-là, c'est le coup d'état. Aucun des siens ne survivra. Si elle a la vie sauve, c'est grâce aux étoiles. N'étant plus en sécurité nulle part, l'orpheline est confiée aux soins de 2 femmes dévouées et trouve refuge aux États-Unis.
Des années après son exil, le passé revient frapper à la porte, ne lui laissant d'autre choix que de retourner en Afghanistan. Vous vous en doutez, le sujet il va pas être super fun. J'ai trop aimé tout simplement découvrir l'histoire de ce passage qui est très important pour la population afghane et je trouve que c'est super de rester éveillé par rapport à les conditions politiques actuelles qui sont forcément des conséquences du passé et donc de connaître ce passé-là, je trouve que c'est vraiment bien pour l'ouverture d'esprit, pour développer son esprit critique, on va dire, genre savoir comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont tout simplement. Il y a 3 points vraiment que j'ai notés par rapport à ce livre, c'est que tout d'abord, comme j'ai commencé à vous le développer, je pense que c'est hyper important de connaître l'histoire de certains pays avant d'émettre un jugement sur la situation actuelle. Et c'est pour ça que les romans historiques sont très éducatifs à mes yeux. Le second point, c'est que Nadia Hashimi, elle est américaine et ses 2 parents sont afghans. Donc ce qu'elle raconte c'est proche de la réalité, c'est du moins la réalité que ses parents ont pu vivre. Quand une auteure décrit des événements violents qu'elle ou ses proches ont réellement vécu, comme le coup d'état du 27 avril 1978 à Kaboul, c'est un devoir moral de respecter la réalité. Donc même si ça reste une fiction, j'ai quand même conscience de la réalité qui se cache derrière ce livre. Point numéro 3, le fait d'observer à travers une sorte de témoignage, c'est beaucoup plus immersif et ça me donne plus envie de comprendre la société par exemple, plutôt que de lire tout simplement des textes politiques où on n'est pas vraiment plongé dans le quotidien des gens qui ont pu vivre ça. Je vous conseille ce livre si vous avez un intérêt pour l'histoire de l'Afghanistan évidemment. Pour conclure, même si c'est une fiction, dans ce livre, à travers les yeux d'une enfant qui a tout perdu avant de trouver refuge à l'autre bout du monde, on s'approche de la réalité des émigrés afghans aux États-Unis. Le second livre dont j'aimerais vous parler, c'est La librairie de Téhéran de Marjane Kamali. Voici la couverture. Celui-ci aussi, il est aux éditions Hauteville, donc vous reconnaissez la couverture, elle a un style un petit peu élaboré avec des petites dorures et tout, c'est très joli. Et ça colle évidemment au style oriental. J'ai un autre livre de ces éditions-là qui n'a pas cette esthétique-là, puisqu'il parle pas du Moyen-Orient. Et voilà, bref, tous les livres ne sont pas avec des dorures comme ça autour du titre. Je vais vous lire également le résumé. Les amoureux ne se rencontrent jamais par hasard, chacun abrite l'autre dans son cœur depuis le début. Téhéran, 1953. Les parents de Roya veulent le meilleur pour leur fille. Ils l'inscrivent dans un prestigieux lycée de la capitale, espérant bien faire d'elle une savante, une intellectuelle, une femme capable de changer le cours de l'histoire. La jeune fille fréquente régulièrement la librairie de Monsieur Fakhri, où elle trouve de quoi étancher sa soif de poésie et de littérature. C'est là qu'elle va faire la connaissance de Bahman, jeune activiste politique bien décidé à changer le monde. La librairie devient dès lors un lieu de rendez-vous clandestin et de résistance. Dans cette période politiquement mouvementée, parmi les recueils des plus grands poètes persans, naît une inoubliable histoire d'amour. Ce livre, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque c'est un best-seller qui a été publié en 2019. Il y a une autre histoire qui se rapproche qui a été écrite également par Marjane Kamali qui s'appelle Un thé à Téhéran. Ce livre il est sorti en 2024 et il a aussi beaucoup fait parler de lui. C'est l'histoire d'une enfant de 10 ans qui émigre aux États-Unis. Donc ça me fait beaucoup penser bien sûr au livre Là où brillent les étoiles dont je vous ai parlé précédemment. Je n'ai pas lu ce livre tout simplement parce que le fil directeur ressemble un petit peu et ouais, peut-être qu'un jour j'aurai envie de le lire, mais en tout cas, là je vais seulement vous parler de La librairie de Téhéran. Par rapport au livre précédent où la fille qui est enfant à 10 ans, donc d'un côté ça crée vraiment beaucoup d'affect puisqu'on est sur un enfant de 10 ans qui perd toute sa famille dans un coup d'état. Là, le personnage principal, elle a peut-être entre 17 et 20 ans, donc elle est quand même plus mature. Et j'ai aimé ce point de vue également puisque c'est quelqu'un qui comprend la politique et qui s'y retrouve un petit peu mêlé. Donc on a vraiment cet œil plus critique sur les différents partis qui s'opposent dans ce conflit en Iran. Donc effectivement, comme elle est sensibilisée à la politique, son point de vue il est biaisé. Il y a d'un côté le point de vue de son père, le point de vue de Bahman qu'elle rencontre à la librairie. Je vais pas trop vous en dire, mais en gros, si vous voulez un petit peu le contexte historique, à l'époque, au pouvoir en tant que Premier ministre, il y avait quelqu'un qui s'appelle Mossadegh, je sais pas trop comment ça se dit, et le pouvoir a été mis en danger par la montée du capitalisme dirigé par les pays capitalistes, donc l'Europe ou l'Occident de manière générale. Donc l'histoire se passe vraiment au cœur de cette période mouvementée où l'Iran, en tant que pays, est menacé par les capitalistes qui veulent profiter du pétrole en Iran, etc. Alors même si, certes, les points de vue des personnages sont biaisés, puisque ce sont des personnages conscients politiquement,
On n'est pas sur une œuvre de propagande, les faits sont vraiment bien exposés, on comprend le contexte. Il y a des avis qui s'opposent entre les personnages également. Et le second point, c'est que j'ai adoré le développement des personnages, puisqu'en fait les histoires s'entremêlent et des histoires du passé qui refont surface dans le présent. Il y a des chapitres qui se passent d'ailleurs dans le passé et d'autres qui se passent dans le présent. Ça, c'est quelque chose que j'adore et qui est pour moi super important parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le présent c'est vraiment une conséquence du passé. Donc de développer ce contexte, ça permet vraiment au lecteur de se projeter au mieux, pas seulement sur tout le côté politique, même pour les relations entre les personnages, etc. Il y a des relations très profondes et qui datent de beaucoup de temps, qui sont expliquées dans ce livre et franchement j'ai trop aimé, c'était super touchant. Ce livre il m'a surpris plusieurs fois puisqu'il y a des bouleversements, des personnalités complexes et c'est beaucoup plus qu'un récit sur la montée du capitalisme en Iran. C'est l'histoire de destin qui se retrouve liée, de romance, d'évolution personnelle. Donc ce livre, franchement, il est dans mon top 3 et il est pas troisième. C'est un livre incroyable, je vous le conseille de tout cœur. Le troisième livre dont j'aimerais vous parler, c'est Le Club des Veuves qui aimait la littérature érotique de Bali Kaur Jaswal. Voici la couverture, elle est sublimissime et la tranche elle est comme ça. Franchement je trouve ça très très beau. L'édition de celle-ci c'est Nami Poche et vraiment j'ai craqué pour la couverture avant de lire le résumé. Mais l'histoire est tout aussi incroyable, je vais vous lire donc le petit synopsis. Association Sikh recherche animatrice pour atelier d'écriture réservé aux femmes. Quand Nikki, londonienne de 22 ans en quête désespérée d'un emploi, tombe sur cette petite annonce au grand temple de Southall, elle n'hésite pas longtemps avant de proposer ses services. Mais alors qu'elle pensait former des apprenties romancières, Nikki se retrouve face à un public inattendu. Une dizaine d'indiennes de tout âge, majoritairement veuves, pour la plupart analphabètes et dotées d'une imagination très très fertile. Écrire, pensez-vous, ce qu'elles veulent c'est raconter. Raconter le choc culturel, la vie de famille, la solitude, l'amour, le sexe et les fantasmes enfiévrés qui leur traversent si souvent l'esprit. Alors que la fréquentation de l'atelier augmente de semaine en semaine, les langues se délient, défiant les normes strictes de leur communauté. Mais libérer la parole des femmes n'est jamais sans danger. Un récit touchant qui célèbre la créativité, la diversité et le pouvoir de l'écriture pour guérir les âmes et unir les cœurs. Ce livre était incroyable. Vraiment, tous les livres dont je vous parle étaient incroyables. Mais franchement, je vais bien vous mettre la référence dans les commentaires si vous voulez les acheter, enfin dans la description. Mais ils sont trop bien, vraiment, je n'ai pas les mots en fait. Donc en gros, cette histoire, c'est celle de quelqu'un qui renoue avec ses origines. Ce n'est pas une fiction historique, c'est un roman sur Nikki, donc qui est d'origine pendjabi et qui a toujours vécu à Londres. Et elle ne connaît pas vraiment ses origines. Donc en enseignant à ces femmes pendjabi, elle va vraiment relier avec cette culture-là qu'elle avait au fond d'elle, mais dont elle ne connaissait rien réellement. Nikki n'a jamais été proche du Pendjab puisqu'elle a grandi à Londres et elle se retrouve liée à des femmes relativement âgées qui en ont émigré. Il y a des gros dramas, des passages drôles et surtout c'est une histoire d'amitié très prenante au fur et à mesure que Nikki apprend à connaître ces femmes. Dans ce livre, on voit différents points de vue. Tout d'abord, celui des hommes et des femmes pendjabi, de Nikki qui n'y a jamais vécu, de personnes qui sont jeunes et âgées. Et il y a vraiment beaucoup de points de vue, ce qui permet d'appréhender au mieux ces coutumes dont personnellement je n'avais aucune connaissance avant de lire ce livre. Puisque non seulement on rentre un petit peu dans les mœurs du Pendjab, mais en plus on a une initiation à la religion sikh, dont je ne connaissais rien pareil et je me suis vraiment passionnée sur ça. J'ai lu après des thèses sur cette religion, enfin je trouvais ça super intéressant en fait. Donc si vous êtes plus réticent à vous lancer dans des histoires qui peuvent créer réellement des gros traumas politiques, ce livre vous introduira plus en douceur à la culture pendjabi et à la religion sikh. En vrai, je suis trop contente d'avoir acquis cette curiosité et ces connaissances qui sont super random mais qui permettent vraiment une ouverture sur le monde. Et la lecture pour moi c'est une source de connaissances infinie et je suis très reconnaissante d'être tombée sur ce livre et tous les autres qui sont vraiment géniaux. Le quatrième livre dont j'aimerais vous parler c'est Miracle à Lacombe aux Aspics de Ante Tomic. Le voici, il est magnifique, c'est une édition collector, la maison d'édition c'est Libretto et effectivement c'est un collector, je sais même pas quand je l'ai pris mais voilà la couverture elle est trop belle. Il a coûté 13 € du coup si vous voulez savoir, je sais pas l'édition normale combien elle coûte. Mais pour moi ce livre, franchement sa valeur n'a pas de prix, il est incroyable. Je vais vous dire tout ce que j'en ai pensé mais vraiment
sublime. Donc, tout d'abord, on va commencer par le résumé, bien sûr. Jozo Aspitz, spécialiste immodéré de polenta, ainsi que ses 4 fils, sont les seuls habitants d'un village niché dans les montagnes dalmates où ils n'obéissent qu'à leurs propres règles, aussi loufoques soient-elles. Mais un jour, voilà que l'aîné en vient à l'idée saugrenue de se trouver une épouse. La quête de cette promise va ainsi se révéler bien plus complexe que la lutte quotidienne des Aspitz pour sauvegarder leur autarcie et entraîner ce petit monde dans une aventure rocambolesque pour le meilleur et pour le rire. Pour tout vous dire, quand j'ai vu ce livre, j'ai eu un coup de cœur pour la couverture évidemment. Je n'avais même pas vu qu'il y avait un résumé à l'intérieur à l'époque et aucune des personnes qui travaillaient dans la librairie ne l'avait lu. Genre j'avais personne pour me conseiller. J'avais demandé effectivement si quelqu'un l'avait lu et tout, quel était son avis, mais je l'ai vraiment pris sans savoir à quoi m'attendre. Et vraiment, on est sur un maximum de fun. C'est le livre le plus drôle de ma vie, il est incroyable. En vrai, j'avais jamais ri en lisant un livre. Genre j'ai déjà pleuré, mais j'avais jamais ri vraiment à la gorge déployée. Mais celui-ci, il est excellent. On n'y découvre pas vraiment la culture croate en soi, puisque comme dit, les Aspitz, c'est une famille qui vit vraiment en autarcie. Donc c'est pas vraiment transposable au quotidien de la majorité du peuple croate. Par contre, j'ai bien aimé qu'au début, il y ait une sorte de mémo avec la lecture des lettres avec les accents croates. Donc c'est pour ça que là, ça se dit pas Aspik mais Aspitz. Je sais pas si les aspics qui se mangent, ça se dit pas aussi aspitz du coup. Enfin, je sais pas si c'est croate. Bref, anyways, j'ai trouvé ça très intéressant et il y a des gens qui ont des prénoms vraiment tirés par les cheveux. Donc à chaque fois, je revenais à ce mémo et je suis très contente qu'il ait été là. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est juste un détail, mais j'ai bien aimé. Sinon, ce livre, il parle un peu de politique, vite fait, de la guerre et de la religion, mais c'est pas le thème principal et la globalité du livre est vraiment tournée plus à la dérision. Donc ça permet surtout de mieux comprendre les personnages et d'approfondir l'histoire. Par exemple, les Aspitz, ils sont super violents, mais ils sont très très croyants. Et par exemple, le prêtre, il est au courant de leur magouille et il les aide. Donc ça, en fait, c'est encore une fois le côté religion qui est tourné à la rigolade. Y a un des personnages qui est un vétéran de guerre, donc effectivement on parle de la guerre à un moment ou à un autre. Le livre il est juste magnifique parce que c'est une édition collector et je l'ai tout simplement dévoré. Je voudrais le relire à l'infini pour la première fois, c'est ce genre de truc que tu te dis j'ai envie de l'oublier pour le redécouvrir quoi. Il est léger, agréable à lire et encore une fois tellement drôle. Ils sont particulièrement inventifs sur les insultes et je me demande si les insultes en croate sont toutes drôles à ce point parce que vraiment il y a de l'imagination là-dedans, c'est très très drôle. Et la tournure des phrases aussi, elle est drôle. En fait, vraiment, le livre, c'est que du kiff. Je vais vous lire un passage qui m'a beaucoup plu. C'est pas du spoil, enfin, c'est vraiment des éléments secondaires de l'histoire. Mais juste que vous ayez une idée de l'humour dans ce livre. J'espère que vous aurez l'impact sans avoir le contexte de la page. Zora poussait un soupir éploré, les larmes coulaient sur ses joues. Elle pleura et gémit ainsi les 10 premières années de son mariage, puis ses yeux s'asséchèrent. Du jour au lendemain, elle se tut et ne parla plus jamais avec son mari. Elle se faisait violence pour lui servir la soupe, pour lui arranger le col de sa chemise, et il se couchait sans dire un mot et se levait sans se souhaiter le bonjour. Il faisait même ces choses-là dans le silence. Ainsi, pendant plus de 30 ans, comme si elle avait fait vœu à la Sainte Vierge, Zora se tut jusqu'à son dernier soupir où elle jeta un tendre et ultime regard à son époux et murmura « Tu es une merde ». Comment vous dire qu'on est vraiment dans un passage qui parle de mort et c'est trop drôle ? Je sais pas s'il y a que moi qui trouve ça drôle, mais... Bref, masterclass. Et ce passage, il reflète assez bien l'histoire parce que même quand on est dans un moment assez dramatique, c'est quand même quelqu'un qui meurt, et bah c'est super drôle. Anyways, c'est un livre qui sort vraiment du lot et j'ai eu de la chance de tomber dessus. J'ai été séduite par la couverture mais je regrette pas du tout. Le 5e et dernier livre dont je vais vous parler, c'est Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khoe Mai. Je me rends compte que je vous ai pas du tout montré le livre, donc le voici. Lui aussi il est super beau, la tranche elle est comme ça et les éditions c'est point. Voilà. Je vais vous lire le résumé. Une envoûtante fresque familiale, un siècle d'histoire vietnamienne. Vietnam, 1972. Depuis leur refuge dans les montagnes, la petite Rong et sa grand-mère regardent Hanoï brûler sous le feu des bombardements américains. La guerre vient de faire une entrée brutale dans leur vie. Pourtant, malgré la destruction, le quotidien reprend son cours. Des colonnes de fumée s'élèvent des abris de fortune, les éclats de rire des enfants résonnent et les vétérans reviennent du front. Mais derrière la joie des retrouvailles, Hong entretient déjà les sombres souvenirs qui pourraient déchirer sa famille, comme les souffrances déchirent sa patrie depuis des décennies. Ce livre, il est décrit comme un best-seller international multiprimé. Comment vous dire que ça en dit non sur la qualité de l'œuvre ?
Il y a deux personnages principaux, Hong et sa grand-mère qui s'appelle Diolan, je sais pas du tout comment ça se dit, désolée. On voyage entre plusieurs époques, la jeunesse de Diolan de 1930 à 1955 environ, la jeunesse de Hong dans les années 1970 et on a un petit peu le point de vue actuel de Hong, donc vraiment contemporain, là où elle est âgée et se rappelle de souvenirs avec sa grand-mère. C'est super difficile à expliquer, mais en gros, tout le livre est sous forme de souvenirs, comme si Hong et Diolan nous racontaient directement leurs histoires. Le livre, il est super touchant, et pour le coup, le thème principal, c'est vraiment la guerre au Vietnam. Pareil, un thème dont je sais que c'est très important historiquement, mais je n'en connaissais rien du tout. C'est une pure fiction historique, et comme je connaissais pas l'histoire de ce pays, j'étais choquée que la guerre, ou du moins l'instabilité politique, ait duré aussi longtemps. J'ai du mal à trouver les mots justes, mais en gros, Diolan, de son enfance à sa mort, elle a toujours été dans un monde en conflit. Et en fait, c'est fou de se dire que, ouais, il y a des gens, toute leur existence, c'est de la survie et reconstruire, garder tant bien que mal ce qu'on a auprès de nous. Et tandis que Diolan, c'est à partir de son début d'adolescence que on entend vraiment parler des instabilités politiques. Hong, pour elle, c'est son enfance et son adolescence tout entière qui sont plongées dans cet état de survie. Et c'est une période qu'elle vit sans ses parents qui sont partis à la guerre, donc elle a quand même un point de vue différent de celui de sa grand-mère. En plus d'avoir des points de vue à travers plusieurs décennies, il y a aussi l'évolution sociale de la famille qui rend l'histoire encore plus dynamique, puisque Diolan, elle est issue d'une famille aisée, elle a tout perdu et tout reconstruit plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, au rythme des conflits. Et on voyage aussi dans plusieurs régions du Vietnam, puisque Diolan, elle est originaire du centre du Vietnam. Elle a déménagé dans le nord qui est en conflit avec le sud, où on a également des explications sur comment ça se passe, malgré que du coup le point de vue principal se situe dans le nord du Vietnam. Et là, c'est quelque chose que je vais vraiment résumer très brièvement, mais si comme moi vous n'avez pas de connaissances sur la guerre du Vietnam, en gros, le nord du Vietnam est communiste dans la guerre et le sud est capitaliste, soutenu par les puissances étrangères. Donc ce livre, il a été super instructif parce que vraiment on comprenait les tenants et les aboutissants de la guerre et on avait les deux points de vue réellement, celui du nord principalement, mais également celui du sud dans certains passages. C'est difficile pour moi de m'exprimer sur ce livre parce que ça m'a un petit peu chamboulée de me dire que vraiment il y a des gens qui ont connu que la guerre et les troubles dans leur vie. Et ouais. Donc clairement le livre il est passionnant et profond, mais il n'y a rien de drôle. Et il y a des passages de romance qui s'installent aussi et les sentiments humains qui sont vraiment mis en avant, donc le doute, l'amour, la peur. Et voilà, on a au fur et à mesure, peut-être quand la stabilité revient plus ou moins, on a une libération des émotions humaines, les gens qui recommencent à être proches entre eux, etc. Voilà, c'était les 5 livres dont je voulais vous parler, qui sont mes 5 livres préférés. Je les porte dans mon cœur, ils m'ont énormément apporté et appris beaucoup de choses. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Si vous voyez cette émission en podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous regardez la vidéo, c'est tout pareil. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ce format vous plaît. J'aimerais en faire plein, j'ai tellement d'inspiration. Il faut que je trouve du coup l'intro qui va bien, que j'arrive à la réaliser et que je trouve comment l'adapter en podcast. Mais j'espère qu'au moment où vous écoutez ça, j'ai réussi du coup. Et je pense que ça va sortir uniquement en vidéo pour l'instant. Voilà, je vous préviendrai dès qu'il y aura éventuellement une sortie en podcast si ça se fait un jour. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'attends vos retours, ça me ferait trop plaisir. Il y a plein de gens qui me font des retours en message privé, mais commentez s'il vous plaît. Ne serait-ce que pour le référencement. Mais je suis très contente que déjà mes proches regardent mes vidéos et tout, ça me fait grave plaisir. Et voilà, si vous êtes intéressé par la culture de manière générale, le point culture, ça va être notre rendez-vous de plus en plus souvent. Cette fois, je ne vais pas lâcher. Et j'ai trop hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Bisous! Grew up in the south side of that river Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough love.